Chapitre 21. Les documents sont retrouvés. Der lieb Gott, murmura Herr Enberhard, dont la figure était devenue livide. Lomaque se retourna d'un air digne vers le détective. Est-ce vrai, Beitel? Pourtant, je vous avais confié cette affaire. Le surintendant fit preuve de son impassibilité ordinaire et pas un muscle de son visage ne bougea. Les meilleurs d'entre nous sont quelquefois vaincus, dit-il tranquillement. Alors, vous voulez vraiment dire que les documents ont disparu? Mais, à la surprise générale, le surintendant secoua négativement la tête. Non, non, la situation n'est pas aussi désespérée que vous le croyez. Tout va bien. Seulement, l'honneur ne m'en revient pas et il faut remercier cette jeune fille. Tout en parlant, il montrait Lorraine qui le regarda avec étonnement. Bundle s'approcha d'elle et lui prit le paquet enveloppé de papier brun qu'elle tenait toujours à la main. « Je crois, monsieur Lomax, dit-elle, que vous trouverez ici ce que vous cherchez. » Sir Stanley Digby devança le maître de maison, saisit le paquet, l'ouvrit et en examina rapidement le contenu. Un soupir de soulagement lui échappa et il s'essuya le front, tandis que Herr Enberhard prenait les papiers sur son cœur en laissant échapper un flot de paroles en allemand. Sir Stanley se tourna vers Lorraine et lui serra chaleureusement la main et dit « Mon enfant, nous vous sommes bien reconnaissants. »« Certainement, » ajouta Lomax, « mais je... » Il s'arrêta, perplexe, et regarda la jeune fille qui lui était complètement étrangère. Celle-ci leva les yeux d'un air suppliant vers Jimmy qui vint à son secours. « C'est Miss Wade, dit-il, la sœur de Gérald. »« Vraiment ?» dit Lomax, qui serra à son tour la main de Lorraine. « Permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour ce que vous avez fait. J'avoue cependant que je ne comprends pas très bien. » Il s'arrêta et quelques-unes des personnes présentes se rendirent compte que l'explication allait souffrir quelques difficultés. Mais le surintendant s'interposa avec tact. « Peut-être vaut-il mieux ne pas entamer cette question en ce moment, monsieur. » Bateman créa à son tour une diversion en disant « Ne faudrait-il pas envoyer chercher le médecin pour O'Rourke, monsieur ?»« Bien sûr !» s'écria Lomax, « bien sûr ! Nous aurions déjà dû y penser. » Il regarda Bill et ordonna « Téléphonez au docteur Cartwright. Demandez-lui de venir et faites-lui comprendre, si possible, que la discrétion est de rigueur. » Everglades sortit. « Je vous accompagne, Digby, » reprit le maître de la maison. « Peut-être pourrait-on prendre des mesures avant l'arrivée du docteur. » Tout en parlant, il regardait Rupert Bateman, dont les qualités s'imposaient toujours, et qui demanda « Voulez-vous que je monte aussi, monsieur ?» George accepta avec reconnaissance, car il avait le sentiment que le jeune homme pouvait lui être réellement utile, et tous trois quittèrent ensemble la bibliothèque. Lady Coote murmura de sa voix profonde. « Pauvre jeune homme! Peut-être pourrais-je faire quelque chose pour lui ?» Et elle est sortie à son tour. « Voilà une personne tout à fait maternelle, » fit observer Beitel d'un ton pensif. « Je me demande... » Trois regards se levèrent sur lui. « Je me demande, » continua lentement, « où peut être bien Sir Oswald Coate. »« Oh !» s'écria Lorraine. « Croyez-vous qu'il ait été assassiné ?» Beitel hocha la tête. « Je ne crois rien d'aussi dramatique et je pense plutôt... » Il s'interrompit, pencha la tête, écouta et fit un signe pour commander le silence. Un instant plus tard, tous entendirent le bruit que ses oreilles exercées avaient été les premières à discerner. Des pas résonnaient au dehors sur la terrasse et une silhouette épaisse apparut sur le seuil de la porte-fenêtre. Le nouveau venu s'arrêta et ses yeux allèrent lentement de l'un à l'autre, et Sir Oswald, car c'était lui, parut dominer la situation.
Il demanda vivement en s'adressant à Beitel. « Que s'est-il passé ici ?»« Il y a une tentative de cambriolage, monsieur. »« Seulement une tentative ?»« Oui. Grâce à cette jeune fille, Miss Wade, les voleurs ont échoué. »« Ah !» répéta Sir Oswald. « Voyez ce que j'ai trouvé. » Et il tendit au détective un petit pistolet Mauser. « Où avez-vous trouvé cette arme, Sir Oswald ?»« Sur la pelouse. Je suppose qu'un des cambrioleurs a dû la laisser tomber en s'enfuyant. Je l'ai prise avec précaution, car j'ai pensé que vous voudriez peut-être y chercher des empreintes digitales. »« Vous songez à tout, Sir Oswald, » fit Beitel, qui s'empara délicatement du pistolet et le déposa sur la table à côté de celui de Jimmy. « Et maintenant, » continua Coote, « je voudrais savoir exactement ce qui s'est passé. » Le détective résuma brièvement les événements et Sir Oswald fronça les sourcils. « Je comprends, » déclara-t-il. « Après avoir blessé Mr. Tessinger, l'homme s'est enfui en se débarrassant de son arme. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est que personne ne l'ait poursuivi. »« Parce que ce n'est pas en écoutant le récit que nous a fait Mr. Tessinger que nous avons appris l'existence de son agresseur, » répliqua sèchement Beitel. « Vous ne l'avez pas vu lorsqu'il a retourné le coin de la terrasse. »« Non, je ne l'ai manqué de quelques secondes. Il n'y a pas de lune et l'homme est devenu invisible dès qu'il a eu quitté la terrasse. Il a dû d'ailleurs se mettre à courir après avoir tiré son coup de revolver. »« fit le roi de l'acier. « Il me semble pourtant qu'on aurait dû le pourchasser. »« 3 de mes hommes sont postés dans le parc, » répliqua Beitel avec calme. « Oh !» fit Sir Oswald qui parut un peu décontenancé. « Ils avaient pour mission de s'emparer de toute personne qui tenterait de quitter l'abbaye. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. »« Et pourtant, ils ne l'ont pas fait, » répliqua le détective gravement. Sir Oswald le regarda comme si le ton du surintendant le surprenait et il demanda vivement. « Mais dites-vous bien tout ce que vous savez ?»« Tout ce que je sais, oui, Sir Oswald. Ce que je présume est un peu différent. J'ai peut-être des idées assez étranges, mais jusqu'à ce que leur exactitude ait été vérifiée, il est inutile que je les exprime. Pourtant, fit lentement Sir Oswald, je voudrais bien savoir ce à quoi vous pensez, surintendant Beitel. Tout d'abord, monsieur, je trouve qu'il y a beaucoup trop de lierre par ici. Veuillez m'excuser, il y en a même sur votre veston. Oui, il y a beaucoup trop de lierre. Cela complique les choses. » Sir Oswald le regarda, mais les paroles qu'il allait peut-être prononcer furent interrompues par la rentrée de Rupert Bedmine. « Ah, vous êtes là, Sir Oswald. Je suis content. Lady Coote vient de s'apercevoir de votre absence et elle croit que les cambrioleurs vous ont assassiné. Il me semble, Sir Oswald, que vous feriez bien de la rassurer tout de suite. »« Maria est une sotte, » déclara Sir Oswald. « Pourquoi m'aurait-on assassiné ?»« Je vous suis, Bateman. » Et il quitta la pièce avec son secrétaire. « Voilà un jeune homme très sérieux, » déclara Beitel en les suivant des yeux. « Comment dites-vous qu'il s'appelle ?»« Bateman Rupert, » fit Jimmy, communément surnommé Pongo. J'ai fait mes études avec lui. « Vraiment ? Voilà qui est intéressant. Monsieur Tessinger, quelle opinion avez-vous de lui à cette époque ? » « Oh, que c'était la même imbécile que maintenant. » « Je n'aurais pas cru, dit Beitel, qu'il fût aussi peu intelligent que vous semblez le supposer. Vous savez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas vraiment un imbécile. Il a un cerveau et il se donne beaucoup de mal, mais il est trop réfléchi. Il n'a pas le sens de l'humour. »« Vraiment ? » fit le détective. « C'est dommage, car les personnes qui n'ont pas le sens de l'humour et qui se prennent trop au sérieux ont souvent des ennuis. »« Je ne pense pas que Pongo ait jamais d'ennuis, » déclara Jimmy. « Jusqu'à présent, il a extrêmement bien fait son chemin. Il a conquis la confiance du vieux Coote et sa situation me paraît parfaitement assise. »« Surintendant Beitel ?
dit Bundle. Oui, Lady Eileen? Ne trouvez-vous pas étrange que Sir Oswald n'ait pas dit pourquoi il se promenait dans le jardin au milieu de la nuit? Oh, répondit le détective. Sir Oswald est un grand homme. Un homme intelligent ne donne jamais une explication qu'on ne lui demande pas. Fournir d'avance des éclaircissements et présenter des excuses est toujours un signe de faiblesse. Sir Oswald sait cela aussi bien que moi. Voilà pourquoi il ne commet pas la maladresse de se lancer dans des commentaires superflus. Au contraire, c'est moi qui l'ai attaqué. Oui, Sir Oswald est un grand homme. Il y avait une admiration si sincère dans la voix du surintendant que Battle se tut. Et maintenant, reprit Battle, en regardant autour de lui avec un éclair malicieux dans les yeux, maintenant que nous voici amicalement réunis, je voudrais savoir comment Miss Wade s'est retrouvée si bien à point sur les lieux. Elle devrait avoir honte, s'écria Jimmy, de nous avoir trompés comme elle l'a fait. Et pourquoi aurais-je été mise à l'écart? S'exclama véhément Lorraine. Je n'ai jamais accepté cette idée. Non, jamais. Pas même le premier jour, quand Bundle et vous m'avez déclaré que je devais rester à la maison pour échapper à tout péril. Je n'ai rien dit, mais ma résolution était prise. Je m'en doutais un peu, dit Lady Eileen, car vous vous étiez montré trop docile. J'aurais dû deviner que vous aviez un plan caché. Et moi qui vous croyais si raisonnable, fit Tessinger. Oh, il n'a pas été difficile de vous tromper, mon cher Jimmy, déclara Lorraine. Merci pour cette bonne parole, répondit le jeune homme. Continuez. Quand vous m'avez téléphoné pour me dire qu'il y aurait du danger, ma décision a été plus forte que jamais et je suis allée acheter un revolver que voici. Tout en parlant, elle montrait l'arme que Battle lui avait pris des mains et examina. Voilà un jouet assez redoutable, Miss Wade, déclara-t-il. En connaissez-vous bien le maniement? Aucunement, répondit Lorraine, mais j'ai pensé que si je l'emportais, cela me donnerait un sentiment de sécurité. En effet, fit gravement Battle. Je voulais venir ici pour me rendre compte de ce qui se passait. J'ai laissé ma voiture sur la route, j'ai traversé la haie et je suis monté sur la terrasse. Je regardais autour de moi lorsque quelque chose est tombé à mes pieds. Je l'ai ramassé, j'ai levé la tête pour voir d'où cela venait, j'ai aperçu un homme qui descendait en se servant du lierre et je me suis enfui. Parfaitement, répondit Battle. Pourriez-vous me décrire cet homme? La jeune fille secoua la tête. Il faisait trop sombre pour que j'aie pu le distinguer. Je crois qu'il était grand, mais c'est tout ce que je puis dire. Et vous, monsieur Tessinger? Demanda le détective en se tournant vers Jimmy. Vous qui avez lutté avec lui, pouvez-vous me donner quelques détails à son sujet? Il était robuste, c'est tout ce que je sais. Il a prononcé quelques paroles étranglées pendant que je le tenais en collet. Je crois qu'il a dit « Lâchez-moi, patron !» Alors, c'était un homme du peuple? Je crois que oui, il parlait plutôt mal. Je ne comprends pas bien, dit Lorraine. Pourquoi il a jeté le paquet? Est-ce parce qu'il le gênait ses mouvements? Non, répondit Battle. J'ai une idée absolument différente à ce sujet. Ces papiers vous ont été jetés de propre délibéré, Miss Wade. À moi? Disons, si vous le préférez, à la personne avec laquelle le voleur vous a confondu. Voilà qui devient bien compliqué, dit Jimmy. Monsieur Tessinger, lorsque vous êtes entré dans cette pièce, avez-vous allumé l'électricité? Oui. Et vous y êtes trouvé seul? Absolument seul. Cependant, vous aviez cru entendre remuer. Oui. Ensuite, après avoir ouvert la porte-fenêtre, vous avez éteint l'électricité et fermé la porte à clé. Jimmy fit un signe affirmatif. Battle regarda lentement autour de lui et ses yeux s'arrêtèrent sur un grand paravent en cuir de Cordoue qui se dressait devant une des bibliothèques.
Il se dirigea de ce côté, regarda derrière le paravent et poussa une exclamation qui attira les 3 jeunes gens auprès de lui. Affaissée sur le plancher, la comtesse Ratsky était évanouie. Chapitre 22. Le récit de la comtesse Ratsky. La manière dont la comtesse reprit connaissance fut très différente de celle de Jimmy Tessinger. Elle revint à elle très lentement et d'une façon infiniment plus artistique. Artistique fut le terme dont se servit Bundle, qui s'était empressé auprès de cette femme inanimée. La comtesse avait immédiatement passé sur son front une main blanche et tremblante et prononçait quelques paroles vagues. Ce fut à ce moment que Bill, après avoir téléphoné, revint dans la bibliothèque et, selon l'avis de Bundle, se conduisit comme un imbécile. Il se pencha sur son comtesse d'un air inquiet et lui adressa une série de phrases particulièrement dénuées de sens. « Croyez-moi, comtesse, tout va bien. Tout va très bien. N'essayez pas de parler, cela vous fera mal. Restez tranquille, vous serez remise dans un instant, et vous vous rappellerez de tout. Ne dites rien jusqu'à ce que vous soyez rétablie. Prenez votre temps, fermez les yeux. La mémoire vous reviendra dans un moment. Buvez encore un peu d'eau, ou du cognac. Oui, c'est cela. Ne croyez-vous pas, Bundle, qu'un peu de cognac ? Au nom du ciel, Bill, laissez-la tranquille, fit la jeune fille avec humeur. Elle va se remettre. Puis, d'une main experte, elle aspergea encore d'eau froide le savant maquillage de la comtesse. Celle-ci sursauta et se redressa. Elle paraissait infiniment mieux éveillée. « Ah !» murmura-t-elle, « je suis donc ici. »« Prenez votre temps, » fit Bill, « et ne parlez pas jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. » La comtesse ramena autour d'elle les plis d'une robe d'intérieur transparente en disant « Je commence à me souvenir. » Puis, elle regarda le petit groupe assemblé près d'elle et eut, sans doute, l'impression qu'on ne lui manifestait guère de sympathie. Aussi sourit-elle à l'homme dont le visage laissait seul paraître une émotion sincère. « Ah, mon grand Anglais !» dit-elle doucement. « Ne vous désolez pas, tout va bien. »« En êtes-vous sûr ?» demanda Bill avec anxiété. « Absolument sûr. Nous autres, Hongrois, nous avons des nerfs d'acier. » Une expression de profond soulagement se répandit sur les traits d'Eversgley, puis il eut aussitôt un sourire fat qui fit éprouver à Bundle le désir de le battre. « Buvez un peu d'eau, » dit-elle froidement à la belle évanouie. Celle-ci refusa, et Jimmy proposa un cocktail que la comtesse accepta avec empressement. Puis, elle regarda autour d'elle et demanda, cette fois gaiement, « Que s'est-il passé ?»« Nous espérions que vous pourriez nous l'apprendre, » déclara le surintendant Battle. La comtesse leva les yeux sur lui et parut pour la première fois s'apercevoir de la présence de ce grand homme tranquille. « Je suis allée dans votre chambre, » déclara Bundle. « Vous n'y étiez pas et le lit n'avait pas été défait. » Elle s'interrompit et regarda la jeune femme d'un air accusateur. Celle-ci ferma les yeux et inclina lentement la tête. « Oui, oui, fit-elle, je me rappelle maintenant. Oh, j'en frémis encore. » Elle frissonna et reprit. « Désirez-vous que je vous raconte tout ?» Le détective répondit. « Oui, s'il vous plaît. » Mais, au même instant, Bill s'écria. « Non, à moins que vous ne vous sentiez assez forte. » La comtesse les regarda tour à tour, mais ce fut Battle avec son air calme et énergique qui l'emporta. « Je ne pouvais dormir, » commença la jeune femme. « Cette maison m'oppressait. J'étais énervée et je sentais qu'il était inutile de me coucher. Je marchais dans ma chambre, j'essayais de lire, mais les livres qui étaient là ne m'intéressaient pas. J'ai eu l'idée de venir ici en cherchant un plus captivant. »« C'est très naturel, » fit Battle. « Cela arrive souvent, » dit Battle. « Je suis donc descendue, la maison qui était très tranquille. »« Pardon »
interrompit le détective. Pouvez-vous me dire à peu près à quelle heure il était? Je ne m'occupe jamais de l'heure, répondit dédaigneusement la comtesse. Puis elle reprit son récit. La maison était donc très tranquille et on aurait pu entendre courir une souris. Je me suis mise alors à descendre très doucement. Pourquoi? Pour n'éveiller personne, naturellement, dit la comtesse d'un ton de reproche. Je suis entrée et je me suis approchée de ce coin et j'ai cherché un livre. Après avoir allumé l'électricité, bien entendu. Non, j'avais apporté ma petite lampe électrique et j'ai, à sa clarté, exploré les rayons. Ah, fit le surintendant. Soudain, reprit la jeune femme d'un ton dramatique, j'ai entendu quelque chose. Un bruit étouffé, un pas furtif. J'ai éteint ma lampe et j'ai écouté. Les pas approchaient, d'affreux pas. Je me suis cachée derrière le paravent. Un instant après, la porte s'est ouverte et la lumière a été allumée. L'homme, ou plutôt le voleur, était ici. Mais, commença Tessinger. Un grand pied s'appuya sur le sien et Jimmy se tut, car il se rendait compte que Beitel le désirait. J'ai cru mourir de peur, continua la comtesse. J'ai essayé de ne pas respirer. L'homme a attendu 1 minute pour écouter, puis, toujours avec son affreux pas furtif, Jimmy ouvrit encore la bouche pour protester, mais ne dit rien. Il a traversé la pièce et regardé au dehors. Puis, il est revenu sur ses pas, a éteint l'électricité et a fermé la porte à clé. J'étais terrifiée. Il a marché avec précaution dans le piège, dans la pièce. Ah, c'était épouvantable. S'il allait se jeter sur moi dans l'obscurité. Un instant plus tard, je l'ai entendu encore s'approcher de la porte-fenêtre, puis il y a eu un long silence. J'ai espéré qu'il était sorti par là. Comme les minutes passaient et que je ne m'attendais rien, j'en ai été convaincue. J'allais presser sur le bouton de ma lampe électrique pour m'en assurer lorsque, prestissimo, tout a commencé. Vraiment? Ah, c'était terrible et jamais, jamais je ne l'oublierai. 2 hommes essayaient de se tuer. Ils se débattaient. Les meubles tombaient de tous côtés. J'ai cru aussi entendre un cri de femme. Mais dehors, au loin. Le criminel avait une voix enrouée. Et il grognait plutôt qu'il ne parlait et répétait « Lâchez-moi! Lâchez-moi !» L'autre avait un accent anglais distingué. Jimmy parut flatté. Il jurait, continua la comtesse. Puis il y eut un éclair et un coup de feu. La balle a frappé la bibliothèque à côté de moi et je suppose que je ai dû m'évanouir. Elle regarda Bill qui lui prit la main et la tapota en murmurant. Pauvre femme, quelle étrange aventure! Est-il bête? Pensa Bundle. Beitel s'était approché sans bruit des rayons, s'était baissé et il cherchait. Au bout d'un moment, il se redressa et déclara. Ce n'était pas une balle, comtesse, c'était l'étui de la cartouche. Où vous trouviez-vous lorsque vous avez tiré, monsieur Tessinger? Jimmy vint auprès de la porte-fenêtre. Ici, je crois. Le surintendant se plaça au même endroit. Ce doit être exact, déclara-t-il. L'étui vide a dû s'éjecter à droite. Je ne suis pas surpris que la comtesse ait cru, dans l'obscurité, que c'était une balle, car il a frappé le rayon tout près d'elle. La balle elle-même a frôlé le chambranle de la porte-fenêtre et nous la trouverons dehors, demain, à moins que votre adversaire ne l'ait reçue. Hélas, dit-il, Léopold ne s'est pas couvert de gloire. La comtesse le regardait avec admiration. Oh, mais votre bras est bandé? Est-ce vous qui... Jimmy lui adressa un salut moqueur. Je suis heureux que vous trouviez que j'ai une voix distinguée. Mais je vous assure que je n'aurais pas juré si j'avais su qu'une dame m'entendait. Je n'ai pas tout compris, s'empressa d'affirmer la jeune femme. Car,
Bien que j'ai eu une institutrice anglaise quand j'étais enfant, ce n'est pas cela qu'elle a dû vous apprendre, acquiesça Jimmy. Elle vous parlait sans doute de la plume de votre oncle et du parapluie de la nièce du jardinier. Je connais ces phrases. Mais que s'est-il donc passé? Interrogea la comtesse. Je voudrais l'apprendre. Il y eut un silence, et tout le monde regarda le détective. C'est fort simple, déclara celui-ci. On a tenté de s'emparer des documents politiques appartenant à Sir Stanley Digby. Les voleurs auraient réussi, mais, grâce à cette jeune fille, il montra Lorraine, ils n'y sont pas parvenus. La comtesse jeta un regard étrange à Miss Wade et dit avec froideur. Vraiment? Par une heureuse coïncidence, elle se trouvait là, reprit Battle en souriant. La comtesse soupira, ferma les yeux et murmura. Je me sens exténuée. Ce n'est pas surprenant, s'écria Bill. Permettez-moi de vous conduire à votre chambre. Lady Helene nous accompagnera. Lady Helene est très bonne, dit la Hongroise, mais je préfère être seule. Peut-être pouvez-vous m'aider à monter l'escalier. Tout en parlant, elle se levait, prenait le bras de Bill et, s'y appuyant lourdement, elle sortit de la pièce. Bundle les accompagna jusque dans le hall, mais la comtesse lui avait répété avec quelque sécheresse qu'elle n'avait besoin de rien. Lady Eileen Brent n'alla pas plus loin. Soudain, tandis qu'elle suivait des yeux l'élégante silhouette, elle sursauta. Ainsi que nous l'avons déjà constaté, la robe légère de la jeune femme était presque transparente, et Bundle aperçut nettement sous l'omoplate droite une petite tache noire. Elle se retourna vivement et se précipita vers le surintendant qui sortait de la bibliothèque, précédé de Jimmy et de Lorraine. « J'ai fermé la fenêtre, dit-il, et je mets un homme de garde à l'extérieur. Je fermerai aussi cette porte, j'en prendrai la clé, et, dans la matinée, nous ferons ce que les Français appellent la reconstitution du crime. Qu'y a-t-il, Lady Eileen ? Il faut que je vous parle immédiatement. Mais certainement, À ce moment, Lomax parut en compagnie du docteur Cartwright et dit « Ah, vous voilà, Battle. Vous serez content d'apprendre que Mr. O'Rourke n'est pas en danger. »« Je ne l'ai jamais cru, » répondit le détective. « On lui a donné un fort narcotique, » continua le docteur, « et il sera en parfaite santé dans la matinée. Maintenant, jeune homme, ajouta-t-il en s'adressant à Jimmy, laissez-moi voir votre blessure. Venez, dit Tessinger à Lorraine, vous servirez d'infirmière. Tous deux s'éloignèrent avec le docteur et Bundle continua à jeter des regards suppliants à Battle que Lomax avait accaparé. Il attendit patiemment que la verbosité de celui-ci s'atténuât un peu et profita de la première pause pour dire « Croyez-vous, monsieur, que je pourrais avoir un entretien particulier avec Sir Stanley dans le petit salon ?»« Certainement, je vais le chercher tout de suite, » répondit Lomax en montant rapidement l'escalier. Battle attira Bundle dans le grand salon, dont il ferma la porte et demanda « Que voulez-vous me dire, Lady Eileen ?»« Je vais essayer d'être aussi brève que possible, bien que ce soit assez long et compliqué. » Puis, elle raconta sa visite au club des 7 cadrans et ce qui s'ensuivit. Lorsqu'elle eut terminé, le détective poussa un long soupir et, pour une fois, l'impassibilité de son visage fut troublée. « C'est extraordinaire, dit-il, extraordinaire. Je n'aurais pas cru cela possible, même de votre part, Lady Eileen. J'aurais dû pourtant mieux vous connaître. Cependant, vous m'aviez mis un peu sur la voie, surintendant. Vous m'aviez conseillé de m'adresser à Bill Eversley. Évidemment, il est dangereux de donner un renseignement à une personne comme vous, Lady Eileen, mais je ne supposais pas que vous iriez aussi loin. Cela n'a eu, en tout cas, aucun mauvais résultat, et vous n'avez pas été causé de ma mort. Pas encore,
fit Beetle gravement. Puis, il demeura pendant un instant plongé dans ses réflexions et reprit. Je ne m'explique pas comment Mr. Tessinger a consenti à vous laisser courir un pareil risque. Il ne l'a su qu'après. Je ne suis pas tout à fait stupide, surintendant. D'ailleurs, Mr. Tessinger est déjà suffisamment occupé à veiller sur Mrs. Wade. Ah, vraiment ? Fit Beetle dont l'œil cligna et il ajouta. Il faudra que je charge Mr. Eversglade de veiller sur vous, Lady Aileen. Bill, répondit dédaigneusement la jeune fille. Écoutez d'abord la fin de mon histoire. La femme que j'ai vue là-bas, Anna, la numéro 1, n'est autre que la comtesse Ratsky. Elle expliqua comment elle avait reconnu la tache brune, mais, à sa grande surprise, le détective ne parut pas étonné et déclara. Ce n'est pas une preuve absolue, Lady Aileen, car 2 personnes peuvent avoir des signes semblables. La comtesse Ratsky est très honorablement connue en Hongrie. Alors que cette femme n'est pas la véritable comtesse. Je vous affirme que c'est bien celle que j'ai aperçue au club. D'ailleurs, voyez dans quelle situation étrange nous l'avons trouvée ce soir. Je ne crois pas qu'elle se soit vraiment évanouie. Oh, il ne faut pas dire cela, Lady Aileen. L'étui de cartouche qui est venu frapper les rayons si près d'elle aurait suffi à terrifier n'importe quelle femme. Mais qu'était-elle venue faire ici ? On ne descend pas chercher un livre avec une lampe électrique. Beetle se frotta le menton. Il paraissait ne pas vouloir parler et commença à marcher le long en large comme s'il cherchait à prendre une décision. Enfin, il se tourna vers la jeune fille. « Écoutez, Lady Aileen, je vais me confier à vous. La conduite de la comtesse est étrange, je le sais, très étrange. Mais nous sommes obligés d'agir avec prudence, car vous ne voulez pas soulever de complications avec les ambassades. Il faut que nous attendions d'avoir une certitude. » Je comprends. Si vous étiez sûr. Il y a encore autre chose, interrompit Beetle. Pendant la guerre, on a beaucoup parlé d'espions allemands qui étaient laissés en liberté. Nous n'avons accordé aucune attention à ces reproches et n'avons pas inquiété le menu fretin parce que, grâce à lui, tôt ou tard, nous prenions le chef. Ce qui veut dire, ne vous occupez pas de cela, veut dire. Mais souvenez-vous de ceci. Je sais tout ce qui concerne la comtesse, et je désire qu'on ne la tourmente pas. Maintenant, ajouta Beetle, il faut que j'invente la communication urgente que je dois faire à Sir Stanley Digby. Chapitre 23. Le surintendant Beetle prend la direction des événements. Il était 10 heures du matin le lendemain et le soleil entrait à flot par les fenêtres de la bibliothèque où le surintendant avait pénétré dès l'aube. Sur sa demande, George Lomax, Sir Oswald Coote et Jimmy Tessinger venaient de le rejoindre après avoir réparé leurs forces en absorbant un déjeuner substantiel. Jimmy avait le bras en écharpe, mais ne paraissait pas se repentir autrement de ses aventures nocturnes. Le surintendant les regarda tous 3 avec bienveillance. Auprès de lui, sur une table, se trouvaient divers objets étiquetés avec soin et, parmi eux, Jimmy reconnut Léopold. « Ce ne sera pas facile, » répondit Beetle d'un air jovial. Son échec ne paraissait nullement le troubler, mais le maître de la maison ne sembla pas satisfait car il détestait les plaisanteries sous toutes leurs formes. Pourtant, j'ai tout reconstitué assez clairement, continua le détective qui prit 2 objets sur la table. Voici 2 projectiles. Le plus gros est la balle que Mr. Tessinger a tirée avec son pistolet automatique Colt. Elle a effleuré la porte-fenêtre et je l'ai trouvée petite, enfoncée dans le tronc d'un cèdre. Cette balle, plus petite, vient du Mauser.
Après avoir tracé le bras de M. Tessinger, elle est entrée dans ce fauteuil. Quant au revolver lui-même... Eh bien, demanda vivement Sir Oswald, y a-t-il des empreintes digitales? Battle secoua la tête et répondit lentement. Celui qui la tenait avait des gants. C'est dommage, fit Sir Oswald. Mais cela n'a rien d'extraordinaire, car un homme avisé devait en porter. Ai-je raison en supposant que vous avez trouvé cette arme à une quinzaine de mètres environ du bas des marches qui conduisent à la terrasse? Sir Oswald s'approcha de la fenêtre. Cela me paraît rigoureusement exact, déclara-t-il. Je ne veux élever aucune critique, monsieur, mais vous auriez mieux fait de laisser ce revolver à l'endroit où vous l'aviez trouvé. Je suis désolé, fit sèchement Sir Oswald. Oh, cela n'a pas d'importance, car j'ai pu reconstituer la scène. J'ai suivi la trace de vos pas depuis le fond du jardin. J'ai trouvé l'endroit où vous êtes certainement arrêté et j'ai vu l'herbe foulée d'une manière extrêmement suggestive. Que pensez-vous du fait que le revolver se soit trouvé là? Je suppose que l'homme a dû le laisser tomber dans sa fuite. Battle secoua la tête. Il n'a pas pu le laisser tomber. Il y a deux détails qui s'opposent à ce qu'il en ait été ainsi. D'abord, je n'ai pas trouvé d'autres traces que les vôtres sur la pelouse. Êtes-vous sûr de cela, Battle? Demanda Lomax. Absolument sûr, monsieur. Une autre personne a laissé l'empreinte de ses pas sur l'herbe, c'est Miss Wade, mais beaucoup plus à gauche. Il s'arrêta, puis reprit. Il y a aussi la marque produite par la chute de l'arme qui a dû frapper le sol avec force. Tout contour a prouvé qu'elle a dû être jetée. C'est possible, déclara Sir Oswald. Le voleur a pu s'enfuir à gauche par le sentier où il n'a pas laissé de traces et il a pu lancer son pistolet au milieu de la pelouse. Ne croyez-vous pas, Lomax? Celui-ci fit un signe affirmatif. Il est exact que nous ne pourrions relever aucune trace sur le sentier, répliqua Battle. Mais, d'après la forme de l'empreinte et la manière dont le gazon était foulé, je ne crois pas que le revolver ait été lancé de là. Je crois plutôt qu'il a été jeté du haut de la terrasse. C'est probable, déclara Sir Oswald. Mais quelle importance cela présente-t-il, surintendant? En effet, Battle, interrompit Lomax. Est-ce important? Peut-être que non, monsieur Lomax, mais nous aimons à préciser les détails. L'un de vous, messieurs, voudrait-il avoir la bonté de prendre ce pistolet et de le lancer? Vous, par exemple, Sir Oswald. Voilà qui est aimable de votre part. Veuillez vous approcher de la porte-fenêtre et jeter le revolver au milieu de la pelouse. L'industriel obéit et projeta l'arme en avant d'un vigoureux revers de bras. Jimmy Tessinger le rejoignit d'un air vivement intéressé et le détective partit comme un bon chien de chasse. Il ne tarda pas à paraître le visage rayonnant en déclarant « C'est bien cela, monsieur. La marque est du même genre que l'autre. Que vous ayez envoyé le revolver au moins à 10 mètres plus loin. Il est vrai que vous êtes très vigoureux, n'est-ce pas, Sir Oswald? Pardon, il me semble que quelqu'un a frappé à la porte. » Le surintendant devait avoir une ouïe particulièrement fine, car personne n'avait rien entendu, mais il avait raison. Lady Coot était devant la porte, un verre à la main. « Vous avez oublié de prendre vos gouttes après déjeuner, Oswald, dit-elle en entrant. « Je suis très occupée en ce moment, Maria, répliqua-t-il, et je ne veux pas prendre cette potion. Sans moi, vous ne la prendriez jamais, déclara doucement sa femme. Vous ressemblez à un petit garçon insoumis. Buvez-la maintenant. Et le roi de l'acier obéit docilement. Lady Coot sourit alors tristement aux autres personnes et dit « Je vous ai interrompu, veuillez m'excuser. »« Oh, ces revolvers! Quelle affreuse chose! Dire, Oswald, que vous auriez pu être tué par le voleur hier soir.
Vous avez dû être bien effrayée en ne trouvant pas votre mari, Lady Coot, fit Beitel. Je ne me suis pas aperçue tout de suite de son absence, avoua-t-elle, à cause de la blessure de ce pauvre jeune homme. Elle désigna Jimmy. Et de tous les événements terribles, mais si intéressants qui se sont produits. Ce n'est que lorsque Mr. Bateman m'a demandé où était Sir Oswald que je me suis rappelé qu'il était sorti, une demi-heure auparavant, pour faire une promenade. Vous aviez donc une insomnie, Sir Oswald interrogea Beitel. Je dors d'habitude très bien, répondit l'industriel. Mais j'avoue que j'étais extrêmement agité hier soir. J'ai pensé que l'air de la nuit me ferait du bien. Vous êtes sorti par cette porte-fenêtre, je suppose. Fût-ce une illusion, ou Sir Oswald hésita-t-il un instant avant de répondre oui. Et avec vos chaussures vernies, dit Lady Coot, au lieu de mettre de gros souliers, que feriez-vous si je n'étais pas là pour veiller sur vous? Et elle hocha tristement la tête. Maria, voulez-vous avoir la bonté de nous laisser? Nous avons encore beaucoup de questions à traiter. Je le sais, mon ami, je m'en vais. Lady Coot s'éloigna en emportant le verre vide, comme si elle venait d'administrer un poison mortel. Quoi qu'il en soit, Beitel, déclara George Lomax, tout paraît assez clair. Oui, parfaitement clair. L'homme a tiré et a blessé Mr. Thesiger, puis, après avoir jeté son arme, il a longé la terrasse en courant et s'est enfui par le sentier pavé. Ou il aurait pu être pris par mes agents, fit observer Beitel. Vos agents me paraissent avoir été singulièrement négligents. Ils n'ont pas vu entrer Miss Wade, par conséquent, ils ont pu ne pas voir sortir le voleur. Le surintendant ouvrit la bouche pour protester, puis se ravisa. Jimmy Thesiger le regarda curieusement. Il aurait vivement désiré savoir à quoi pensait le détective. Cet individu a dû être un champion de course, déclara simplement le délégué de Scotland Yard. Que voulez-vous dire? Et rien d'autre ce que j'exprime, monsieur Lomax. J'ai tourné le coin de la terrasse moi-même 50 secondes à peine après que le coup eût été tiré. Pour qu'un homme ait parcouru cette distance et eût le temps de disparaître au coin du sentier avant que j'aie seulement fait le tour de la maison, il faut que je le disais que ce soit un champion de course. Je ne parviens pas à comprendre, Beitel. Vous avez quelques idées que je n'ai encore. Saisi. Vous dites que l'homme n'a pas traversé la pelouse et maintenant vous insinuez. Qu'insinuez-vous au juste? Qu'il n'a pas longé le sentier? Alors, à votre avis, où est-il allé? Pour toute réponse, Beitel indiqua l'étage supérieur. Je ne comprends pas, fit Lomax. Le surintendant répéta son mouvement et le maître de la maison regarda le plafond d'un air stupéfait. Il est monté là-haut, expliqua le détective en se servant du lierre. Voyons, surintendant, c'est impossible. Nullement, monsieur. Il s'en était déjà servi, il pouvait agir de même une seconde fois. Je ne veux pas parler d'une impossibilité de ce genre, mais si cet homme voulait s'enfuir, il ne serait pas rentré dans la maison. C'était pourtant le meilleur endroit où il put se cacher. Mais la porte de Mr. O'Rourke était encore fermée à l'intérieur lorsque nous sommes entrés dans sa chambre. Et comment y êtes-vous entré? En traversant la chambre de Sir Stanley. C'est par là que notre homme est parti. Lady Eileen m'a dit qu'elle avait vu remuer la poignée de la porte de Mr. O'Rourke. C'est alors que l'inconnu s'y trouvait pour la première fois. Je suppose que la clé devait être sous l'oreiller de votre secrétaire, mais, la seconde fois, le voleur a traversé la chambre de Sir Stanley, qui était vide puisque celle-ci venait de descendre. Notre homme a donc eu la voie libre. Et où est-il allé? Le surintendant Beitel haussa forte ses épaules et répondit évasivement. Il n'a pas manqué d'issue.
Il a pu pénétrer dans une pièce vide de l'autre côté de la maison, sortir par une porte dérobée, ou bien encore, notre inconnu habite peut-être l'abbaye, et il y est resté. George Lomax le regarda d'un air scandalisé. Vraiment, en Beitel, je serais désolé si je pensais que l'un de mes domestiques... euh, j'ai grande confiance en eux. Je serais navré s'ils me faisaient les soupçonner. Personne n'émet de pareilles idées, monsieur. Je vous indique simplement ce qui a pu se passer. Il est possible que vos domestiques soient innocents. C'est même probable. Vous me troublez, déclara George. Vous me troublez beaucoup. Afin de le distraire, Jimmy montra du doigt un objet calciné qui se trouvait sur la table. « Qu'est ceci » interrogea-t-il. « Notre dernière pièce à conviction, » répondit de Beitel. « C'est, ou plutôt, c'était un gant. » Tout en parlant, il saisit avec fierté le débris noirci. « Où l'avez-vous trouvé » demanda Sir Oswald. Beitel fit un geste. « Dans la cheminée. Il était presque entièrement brûlé. C'est bizarre, hein. On dirait qu'il a été mordu par un chien. » « Il appartient peut-être à Miss Wade » suggéra Jimmy, « car elle a plusieurs chiens. » Le surintendant secoua la tête. « Ce n'est pas un gant de femme. Enfilez-le donc, monsieur. » Il aida Tessinger à ajuster le reste du gant et ajouta. « Voyez, il est même trop grand pour vous. »« Attachez-vous de l'importance à cette découverte » interrompit Sir Oswald d'un ton froid. On ne sait jamais ce qui est important ou ce qui ne l'est pas dans des questions de ce genre. On frappa à la porte et Bundle entra. « Je suis désolée, dit-elle en s'excusant. Papa vient de me téléphoner qu'il faut que je retourne à la maison parce que tout le monde se ligue pour le tourmenter. » Elle s'arrêta. « Continuez, ma chère Aileen, fit Lomax. Je ne voulais pas vous interrompre, seulement j'ai pensé qu'il y avait peut-être une corrélation entre ce qui vous occupe et ce qui inquiète papa. Un de nos valets de pied a disparu. Il est sorti hier soir et n'est pas rentré. »« Comment s'appelle-t-il » demanda Sir Oswald. « John Bower. »« De quel pays est-il » ?»« Il se déclare suisse, mais je le crois allemand, bien qu'il parle couramment l'anglais. » « Ah » fit Oswald d'un air satisfait. « Était-il à Chimney depuis longtemps ?»« Un peu moins d'1 mois. » Coote se tourna vers les 2 autres personnes en déclarant. « Voilà l'homme qui s'est enfui et que nous cherchons à connaître. Vous savez bien aussi bien que moi, Lomax, que plusieurs gouvernements étrangers voudraient acheter le secret d'Eberhard. Je me rappelle fort bien ce domestique maintenant, un grand garçon bien découplé. Il est arrivé 15 jours avant notre départ, ce qui était fort adroit. Ici, tout serviteur nouveau aurait été soumis à un examen attentif, tandis qu'à Chimney, qui est une dizaine de kilomètres, il n'acheva pas sa phrase. Vous supposez donc que le plan a été conçu longtemps à l'avance ? Pourquoi pas ? La formule d'Eberhard vaut des millions, Lomax. Il est évident que Bower espérait pouvoir fouiller dans mes papiers à Chimney et apprendre ainsi ce que vous aviez décidé. Il est possible qu'il ait eu ici un complice qui lui a servi de siricone et qui s'est chargé d'endormir O'Rourke. Mais Bower doit être l'homme grand et fort que Miss Wade a vu descendre le long du lierre. Il se tourna vers le surintendant et ajouta « Et vous l'avez laissé échapper !» Chapitre 24. Bundle est perplexe. Il fut évident que le surintendant Beitel était un peu déconcerté. Il se frotta le menton d'un air médiatif. « Sir Oswald a raison, Beitel, » dit Lomax. « C'était bien le fugitif. Avez-vous un espoir quelconque de le rattraper ? » Peut-être. Il est certain que son cas paraît suspect. Évidemment, l'homme peut encore rentrer à Chimney. Pensez-vous que ce soit probable ?
Non, avoua Beitel. Ce Bauer semble certainement être coupable. Cependant, je ne comprends pas comment il a pu entrer dans cette propriété et en s'en sortir sans attirer l'attention. Je vous ai déjà exprimé mon opinion au sujet de vos agents, répliqua Lomax. Ils se sont montrés absolument incapables. Je ne peux pas vous blâmer, surintendant, mais... Et son silence fut éloquent. Heureusement, répliqua Beitel d'un ton léger, j'ai les épaules larges. Puis, il hocha la tête, soupira et déclara. Il faut que j'aille téléphoner tout de suite. Veuillez m'excuser, messieurs. Monsieur Lomax, je suis désolé, mais j'ai l'impression d'avoir échoué dans cette affaire. Seulement, elle a été difficile, plus difficile que vous ne le croyez. En achevant ces mots, il sortit rapidement et Bundle dit à Jimmy. Venez dans le jardin, je voudrais vous parler. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terrasse, Jimmy regarda la pelouse en fronçant les sourcils. Qu'y a-t-il ? Interrogea la jeune fille. Tessinger lui raconta l'incident du revolver et ajouta. Je ne sais pas pourquoi Beitel a demandé à Coot de lancer cette arme. Je jurerais qu'il avait une arrière-pensée. Pourtant, elle est tombée environ 10 mètres plus loin qu'il ne s'y attendait. Voyez-vous, Bundle, Beitel est intelligent. C'est un homme extraordinaire, interrompit Bundle. Mais je veux vous être au courant de ce qui s'est passé. Et elle lui répéta sa conversation avec le surintendant, et Jimmy écouta attentivement. Donc, la comtesse est le numéro 1, fit-il. Tout cela se tient très bien. Bauer, le numéro 2, arrive de Chimney et monte dans la chambre du secrétaire O'Rourke, sachant qu'on lui a administré un narcotique. Il devait jeter les papiers à la comtesse qui attendait sur la terrasse. Ensuite, elle serait rentrée dans la bibliothèque et dans sa chambre pour que, si Bauer était pris lorsqu'il quitterait la propriété, on ne trouvait rien de compromettant sur lui. Le plan était excellent, mais il a échoué car la comtesse avait à peine pénétré dans la bibliothèque qu'elle m'a entendu approcher et a été obligée de se cacher derrière le paravent. Cela a dû la gêner beaucoup. Elle n'a pu, en effet, prévenir son complice. Le numéro 2 s'est emparé des papiers, a regardé par la fenêtre, a vu, ou plutôt a cru voir la comtesse sur la terrasse, lui a jeté le paquet, est descendu en se servant du lierre et a eu la mauvaise surprise de me rencontrer. La comtesse, qui attendait derrière son paravent, a dû passer un triste moment. Tout bien considéré, elle a donné une version exacte des faits. Oui, tout se tient. Trop bien, déclara Bundle avec énergie. Comment cela ? Fit Jimmy étonné. Et que faites-vous du numéro 7, qui ne paraît jamais et qui demeure dans l'ombre ? Non, ce n'est pas aussi simple que cela. Bauer était ici hier soir, nous sommes d'accord, mais il n'y était que pour détourner les soupçons au cas où il se produirait une difficulté qui s'est produite. Il a empêché que l'on découvre le numéro 7, c'est-à-dire le chef. Voilà à quoi il a servi. Dites-moi, Bundle, Jimmy avec anxiété, est-ce que vous ne lisez pas trop de romans policiers ? La jeune fille lui jeta un regard chargé de reproches. Nous avons formé une hypothèse parfaitement plausible et vous ne voulez pas l'accepter, reprit Tessinger. Je regrette de vous contrarier, riposta Bundle, mais je suis persuadé que le mystérieux numéro 7 est dans la maison. Qu'en pense Bill ? Je me suis bien gardée de le consulter, déclara la jeune fille froidement. Ah ! Cependant, vous devriez lui apprendre ce que vous avez découvert au sujet de la comtesse. Si vous ne le lui laissez ignorer, Dieu sait ce qu'il va lui raconter. Il ne veut pas admettre qu'on la soupçonne, déclara Bundle, car il est absolument idiot. Je voudrais bien vous voir lui admettre l'importance de la marque brune. Vous oubliez que je n'étais pas dans le placard, dit Jimmy. Et puis, ce sujet est trop délicat à traiter. Enfin,
Il n'est pas assez bête pour ne pas comprendre que tout s'enchaîne. Si, il l'est, fit Bundle avec amertume, et vous avez eu le plus grand tort de vous confier à lui. Je le regrette, car je m'en rends compte à présent. Je n'aurais jamais cru, cependant, que Bill... Vous savez comment agissent ces aventuriers internationaux, déclara Bundle, et comment elles prennent de l'emprise sur un homme. Non, en vérité, répliqua Jimmy, car aucune n'a jamais essayé de me séduire. Et il soupira. Pendant quelques instants, tous deux demeurèrent silencieux. Tessinger réfléchissait, mais plus il se remémorait les événements, plus il lui semblait peu satisfaisant. « Vous m'avez dit que Battle ne voulait pas que l'on tourmentâme la comtesse, dit-il enfin. Oui. Il espère, par elle, découvrir quelqu'un d'autre? Bundle fit un signe affirmatif et Jimmy se remit à réfléchir. Il était évident que Battle avait une idée bien arrêtée. Sir Stanley Digby est parti ce matin de bonne heure pour Londres, n'est-ce pas? Oui. Et il a emmené O'Rourke. Il me semble. Vous ne supposez pas... Non, c'est impossible. Quoi donc? Que O'Rourke joue un rôle dans tout cela? Ce n'est pas invraisemblable, répondit Bundle d'un ton pensif. Car il a ce qu'on appelle une forte personnalité. Je ne serais pas étonné si d'ailleurs, à vrai dire, rien ne m'étonnerait. En réalité, il n'y en a qu'une seule personne que je ne soupçonne pas d'être le numéro 7. Qui cela? Le surintendant Battle. Je croyais que vous alliez nommer George Lomax. Chut, le voici. Le maître de la maison arrivait. En effet, Jimmy donna un prétexte pour s'éloigner et Lomax s'assit auprès de Bundle en disant « Ma chère Eileen, êtes-vous vraiment obligée de nous quitter? Papa semble être bouleversé et je crois que je ferais bien d'aller le conduire par la main. La vôtre lui sera certainement secourable, fit Lomax en serrant affectueusement les doigts de la jeune fille. Ma chère Eileen, je comprends vos raisons et je vous en estime davantage. En ces temps troublés. Le voilà parti, pensa Bundle avec désespoir. Où la vie de famille est en danger parce que le vieil idéal se meurt. Il appartient aux personnes de notre milieu de donner l'exemple afin de prouver que nous ne nous laissons pas entamer par les idées modernes. On nous appelle les durs à mourir et je suis fier de ce titre. Oui, j'en suis fier. Il y a aussi des choses qui doivent être dures à mourir. La dignité, la beauté, la pudeur, la sainteté de la vie de famille, le respect filial. Ainsi que je vous le disais, ma chère Eileen, je vous envie le privilège que vous donne votre jeunesse. Ah, la jeunesse! Quelle chose merveilleuse! Quel mot admirable! Nous ne l'apprécions que lorsque nous avançons un peu dans la vie. Je vous avoue que j'avais été autrefois désolée par votre frivolité. Je vois qu'il ne s'agissait que de la légèreté charmante et insouciante d'une enfant, et je perçois maintenant la profondeur et la beauté de votre esprit. J'espère que vous me permettrez de vous conseiller dans vos lectures. Je vous remercie, fit Bundle faiblement. Il ne faudra plus que vous intime. J'ai été désolée quand Lady Caterham m'a dit que vous inspirez comme une sorte de crainte. Je vous assure que je n'ai rien de redoutable. Bundle fut frappé de stupeur en voyant Lomax faire preuve de modestie. George reprit. Ne soyez plus jamais effrayée en ma présence, ma chère enfant, et ne craignez jamais de m'importuner. Ce sera une grande joie pour moi que de former votre esprit naissant, si j'ose m'exprimer ainsi. Je serai votre menteur politique. Le parti n'a jamais eu autant besoin de jolies jeunes femmes intelligentes. Vous pouvez certainement aspirer à suivre les traces de votre tante, Lady Caterham. Cette terrible perspective anéantit complètement Bundle, qui ne parut plus que regarder son interlocuteur sans rien dire. Cela ne la découragea pas, au contraire, car il reprochait habituellement aux femmes de trop parler et il en rencontrait rarement une qui fût capable d'écouter. Aussi
sourit-il à Bundle avec bienveillance. Le papillon sort de sa chrysalide, reprit-il, et c'est un tableau merveilleux. J'ai un livre fort intéressant sur l'économie politique. Je vais aller le chercher et vous pourrez l'emporter à Chimney. Lorsque vous en aurez terminé la lecture, je discuterai l'ouvrage avec vous, mais n'hésitez pas à m'écrire si quelques points vous déconcertent. J'ai bien des devoirs publics à remplir, mais grâce à un travail inlassable, je puis toujours trouver le temps de m'occuper des affaires de mes amis. Je vais vous donner ce livre. Il s'éloigna, et Bundle le suivit des yeux d'un air effaré. L'arrivée inattendue de Bill la fit sursauter. « Pourquoi diable Lomax vous tenait-il la main ?»« Ce n'était pas d'elle qu'il s'occupait, » répondit Bundle. « C'était de mon esprit naissant. »« Ne faisez pas l'enfant, Bundle. »« Pardonnez-moi, Bill, mais je suis un peu tourmenté. Vous souvenez-vous d'avoir dit que Jimmy courait un grave danger en venant ici ? C'est vrai. Il est très difficile d'échapper à Lomax lorsqu'il a commencé à s'intéresser à quelqu'un. Jimmy sera enserré dans ses filets avant même de s'en rendre compte. Ce n'est pas Jimmy qui l'a pris, c'est moi, Jimmy Bundle. Il va falloir que je voie d'innombrables personnes du genre de Mrs. Makata, que je lise des traités d'économie politique et que je les discute avec lui. Dieu sait où cela me conduirait. Bill fit entendre un léger sifflement. Pauvre Bundle, venez prendre un cocktail, il va être l'heure du déjeuner. Bundle se leva docilement et se mit à marche à côté du jeune homme en murmurant d'un ton lamentable. J'ai une telle horreur de la politique. Bien entendu, comme toutes les personnes sensées. Il n'y a que des gens comme Lomax et comme Pongo qui puissent s'y intéresser. Malgré tout, vous ne devriez pas permettre à Lomax de vous prendre la main. Pourquoi ? Il me connaît depuis mon enfance. C'est possible, mais cela me déplaît. Vraiment. Ah, regardez donc le surintendant Battle. Les deux jeunes gens entraient par une porte de côté et pénétraient dans un petit vestibule sur lequel ouvrait une pièce où l'on rangeait des clubs de golf, des raquettes de tennis et d'autres jeux de jardin. Bethel examinait avec soin les cannes de golf et il leva la tête d'un air un peu gêné en entendant l'exclamation poussée par Bundle qui ajouta « Allez-vous donc jouer au golf, surintendant ?»« Je pourrais plus mal faire, Lady Eileen. On prétend qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et je possède une excellente qualité qui est utile pour tous les jeux. »« Laquelle ?» interrogea Bundle. « Je ne me décourage jamais. Lorsque tout paraît mal se présenter, je m'engage dans une voie nouvelle. » Tout en parlant, le surintendant Battle sortit de la petite pièce dont il ferma la porte derrière lui.